sont extérieurs à la région et que je vais vous parler de l'actualité immédiate, je me sens un peu plus à l'aise. Alors, pour arriver dans une situation qui est d'une complexité de plus en plus grande à comprendre l'attitude des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et les possibilités d'action du Conseil de sécurité lui-même, je crois qu'il n'est pas inutile de revenir un peu en arrière pour considérer ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années dans les relations internationales et ce qu'ont été, je crois, 2 grands traumatismes dans cette vingtaine d'années. Au début des années 90, avec l'affaiblissement de l'affrontement idéologique, avec l'effondrement de l'Empire soviétique, on s'est dit formidable, on va vivre une période où nous arriverons, et les grands arriveront à se mettre assez facilement d'accord, il n'y aura plus de conflits de position aussi marqués que par le passé, depuis la Deuxième Guerre mondiale. À vrai dire, le moment de convergence des positions a été assez bref. Parce que certes, lors de la première guerre en Irak, à la suite de l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein, on avait réussi à adopter à l'unanimité au Conseil de sécurité une résolution qui permettait une intervention. Et donc là, le Conseil de sécurité jouait son rôle. Mais à vrai dire, cela n'a quasiment presque jamais par la suite été encore le cas. Bien évidemment, ça n'a jamais été le cas sur l'affaire du conflit israélo-palestinien, mais on a de toute façon eu énormément de mal à trouver, depuis 1990, des réponses aux grands conflits de l'heure. Alors, au-delà de cette incapacité, il y a eu 2 moments qui expliquent les positions actuelles de certains des États membres du Conseil de sécurité. Le premier événement, ça a été la deuxième guerre d'Irak que George W. Bush, appuyé par Tony Blair, a décidé de déclencher donc contre Saddam Hussein en 2003, sur la base de mensonges éhontés sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Et du coup, cette position a par la suite fait peser le doute sur tout élément de fait que l'on pouvait amener, qui pouvait être amené par les Américains ou les Britanniques. Je vous rappelle par exemple que dès 2003, la CIA, et donc relayée par le State Department, nous annonçait que l'Iran avait possédé une bombe nucléaire. Quelques années plus tard, les mêmes ont été obligés de démentir cette information qui était un peu prématurée. Mais cela veut dire qu'il y a une tentation à un scepticisme qui se développe immédiatement quand il y a un conflit qui tourne mal. Et ce scepticisme, d'ailleurs, je remarque que sur l'affaire de la Syrie, on l'a vu apparaître au moment où on a parlé des bombardements d'armes chimiques. On a vu un certain scepticisme et une tendance à dire « Oh, mais est-ce que vraiment ces bombardements existaient? Est-ce que ce n'étaient pas les forces de l'opposition qui utilisaient les armes chimiques, etc. » Donc là, il y a un premier élément qui ne facilite pas des prises de position claires et nettes et engageantes. Le deuxième élément et le deuxième moment qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la manière dont la France et le Royaume-Uni ont interprété la résolution 1973 sur la Libye. Ça, c'était en mars 2011. Il se trouve que
cette résolution qui avait été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies était un peu vague, mais qu'elle en fait créait avant tout une zone qu'on appelle une no-fly zone, et aussi bien Cameron que Sarkozy sont allés bien au-delà, puisqu'on a décidé de bombarder carrément les troupes de l'armée de Kadhafi, et que finalement, on est allé jusqu'au renversement d'un régime, ce qui n'était pas du tout prévu par la résolution 1973, et l'élimination d'un président qu'on avait pourtant 2 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, accueilli à grand renfort de tapis rouge dans Paris et d'installation de sa tente dans l'hôtel Marigny. Alors, dans cette affaire, les Russes et les Chinois ont été pris au piège, parce que les Russes et les Chinois s'étaient abstenus sur la résolution 1973, et bien entendu, quand ils ont vu que la manière dont elle était interprétée pour renverser un gouvernement, ça veut dire que pour l'avenir, on ne peut pas imaginer véritablement que la délégation russe et la délégation chinoise, lorsque le problème se pose à New York au Conseil de sécurité, ne lève sa pancarte qu'au moment où le président dit « abstain ». Non, non, là, ils ne s'abstiendront plus. Donc, il faut avoir ça à l'esprit pour voir ce qu'est la position réelle des uns et des autres devant ce conflit qui, comme je le disais tout à l'heure et comme on l'expliquait ce matin, devient de plus en plus compliqué à saisir. Alors, les États-Unis, les Américains d'abord. Les Américains, ils vivent toujours sur le traumatisme de 2003. Et d'une guerre qui a été déclenchée pour de mauvaises raisons et qui a mis l'Irak dans un état catastrophique, tel qu'on le voit actuellement, avec une augmentation de l'influence de l'Iran. Washington, visiblement, n'y avait pas pensé, avec une politique de Maliki qui accentue les antagonismes entre les sunnites et les chiites, avec l'autonomie de fait, ça c'est peut-être pas une mauvaise chose, des régions kurdes où se trouvent les ressources pétrolières, et surtout avec un départ du pays des minorités chrétiennes dont nous avons parlé ce matin, et d'autres émigrés. Alors une partie de ces chrétiens se sont arrêtés pendant un temps d'ailleurs en Syrie, et les autres ont essayé d'aller vers d'autres destinations. Donc, en fait, il y a eu une perte de crédibilité des Américains énorme à la suite de cette guerre de 2003. Il y a eu une interrogation profonde et un scepticisme croissant dans l'opinion publique américaine, avec une réserve à l'égard de tout engagement extérieur, que ce soit chez les démocrates et également chez les Américains. C'est pour ça d'ailleurs que il y a quelques mois, le président Obama s'est dit qu'il n'arriverait jamais à obtenir une majorité au Congrès pour agir en Syrie. L'autre élément, c'est que la diplomatie américaine s'intéresse maintenant à d'autres zones qu'au Moyen-Orient. Il s'intéresse avant tout à la zone Asie-Pacifique. Alors, il y avait bien eu, au début du premier mandat d'Obama, un superbe discours au Caire qui donnait des espérances à l'égard d'une action plus ferme des Américains, notamment pour régler le conflit israélo-palestinien. Il n'en est quasiment rien resté. Alors certes, le secrétaire d'État John Kerry fait tous ses efforts pour essayer de raviver le processus de paix, mais quand même on a l'impression que le Moyen-Orient n'est plus la priorité principale des Américains. Ce que l'on constate, c'est que Washington privilégie de toutes les manières dans cette affaire un accord avec Moscou. Ils ne sont pas tellement partants pour une participation du P5, c'est-à-dire des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à la négociation.
Et ce que l'on constate jour après jour, c'est que le temps de ce qu'on appelait, de ce qu'Hubert Védrine avait appelé l'hyperpuissance américaine est passé. Certes, les États-Unis ont toujours tous les éléments de l'hyperpuissance, à savoir la puissance militaire, l'avance technologique, les énormes privilèges économiques et financiers que leur donne le dollar, mais ils n'ont pas tellement envie de s'en servir pour le moment. Il y a à l'évidence une reconcentration sur les problèmes intérieurs du pays. Les Britanniques, ils ont une diplomatie, même s'ils ont de remarquables diplomates, ils ont une diplomatie qui est inexistante, parce que là aussi, ils souffrent toujours de ce que Tony Blair leur a fait faire. Vous vous rappelez Tony Blair qui disait que les fusées irakiennes étaient capables en 20 minutes de détruire Londres. Bon, on a vu ce qu'il en est fait. Et donc, ils ont une position un peu en retrait sur ces affaires. Et puis, on doit bien constater que dans la période actuelle, ils sont concentrés véritablement sur les problèmes européens. Ils se demandent toujours s'ils vont organiser un référendum sur la participation à l'Europe et quitter l'Europe, mais dans quelles conditions. Et puis eux aussi, l'affaire de Libye a laissé des traces chez eux. Ils ont compris que c'était très joli d'intervenir, mais quand on ne pensait pas à ce qui se passerait dans l'étape suivante, ben c'était un petit peu insuffisant. Les Russes. Alors les Russes, leur position, pour le moment, est une position constante d'appui au régime Bachar el-Assad, pour plusieurs raisons. Alors on dit toujours, oui, c'est l'importance de la base navale de Tartous, qui est leur seule base navale en Méditerranée, mais je doute que ce soit le motif principal pour eux. Ils ont également des intérêts économiques en Syrie. Hein, quand on additionne les ventes d'armes et les contrats civils, c'est que ça fait de l'ordre de 8 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Et puis peut-être qu'ils pensent aussi à la possibilité de trouver du pétrole en mer Méditerranée, justement en face de Tartous. Donc les questions économiques jouent un rôle, d'autant que pour eux, le maintien d'une situation un peu incertaine au Moyen-Orient n'est pas totalement mauvais, parce que la Russie, le plus gros producteur et les plus grosses réserves de pétrole et d'hydrocarbures, ils ont dépassé l'Arabie Saoudite pour les livraisons de pétrole, et que donc ils ont tout intérêt à ce que le prix du baril de Brent reste quand même assez élevé. Donc, et intérêt économique. Mais enfin, la raison majeure, à mes yeux, n'est pas là. La raison majeure, c'est que le printemps arabe n'a jamais vraiment branché les dirigeants de Moscou, n'a pas suscité l'enthousiasme des Russes. Parce qu'ils ont le sentiment qu'en Égypte, en Tunisie, en Libye, les pays occidentaux ne maîtrisent plus rien, que toute cette agitation favorise avant tout la montée de l'islamisme, et qu'ils ont une crainte de contamination croissante au Caucase, avec un axe avéré entre combattants islamistes et en Syrie et ceux du Nord-Caucase, et également en Asie centrale. Et ce matin, j'ai découvert ce que j'ignorais, c'est que maintenant on découvre, mais on en parlera à propos de la Chine, des Ouïghours ou des combattants venant du Caucase parmi l'Empire islamique d'Irak et du Liban, As-Nostra, etc., etc. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout envie, les Russes, de voir des islamistes s'installer à Damas.
Ils ne sont pas non plus disposés à approuver des opérations contre le régime de Bachar el-Assad. Je rappelle qu'ils ont mis 3 fois leur veto lors des discussions au Conseil de sécurité sur ces affaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas d'initiative. Ils en ont pris en désignant des personnalités, en faisant désigner 5 personnalités du régime de Bachar el-Assad qui étaient susceptibles de participer aux discussions à Genève entre le régime et l'opposition. Ils ont également, en fait, avec les Américains, facilité le lancement de la conférence de Genève. C'est une initiative à 2, de la même manière qu'on les a vus apparaître avec les Américains au moment où la France et Washington parlaient d'une opération de représailles en Syrie à la suite justement des bombardements utilisant des armes chimiques. Les Américains se sont mis tout de suite en retrait et finalement ils ont trouvé la solution en allant décider avec Moscou d'une action sur le régime syrien qui permette de détruire les stocks d'armes chimiques et l'évacuation de ces armes chimiques qui n'est pas encore faite d'ailleurs, mais si j'ai bien compris, elle devrait se faire en direction de l'Allemagne. Et puis il y a eu un accord russo-américain sur le lancement de la conférence de Genève 2. Je ne sais pas aujourd'hui si le CNS s'est mis d'accord pour participer à cette conférence qui doit avoir lieu le 22, je crois. Les pronostics, notamment au Quai d'Orsay, étaient assez pessimistes sur la possibilité d'un accord au sein du Conseil national syrien, c'est-à-dire on ne sait même pas d'avoir un accord avec les djihadistes de tendances variées qui actuellement se font la guerre entre eux. J'ajouterais que les Russes estiment qu'une partie de la solution du problème réside à Téhéran, en Iran, et que eux, ils voudraient que l'Iran soit l'un des pays qui participe à ces discussions, ce qui semble en effet, à mes yeux, raisonnable, ce qui n'est pas encore complètement la position de mes autorités. Enfin, ce ne sont plus mes autorités puisque je suis à la retraite, mais enfin. Donc, voilà. Alors, dans cette affaire, ce que l'on voit, c'est que les Russes sont très contents de ce duo avec les Américains parce que ça redonne à Poutine, au fond, un espace d'activité internationale. C'est-à-dire, voilà, la Russie est à nouveau présente, il faut compter sur elle. Voilà pour ce qu'il faut que j'aille vite. Hein, voilà. La Chine, maintenant. La Chine... Alors la Chine, sa priorité diplomatique, c'est clairement l'Asie-Pacifique. Hein. La Chine est très active sur le plan économique à travers le monde entier, notamment en Afrique. Mais pour ce qui est de la diplomatie, pour le moment, c'est le problème de la mer orientale et des relations qu'ils ont avec le Japon. C'est le problème de la mer méridionale et des revendications qu'ils ont sur un certain nombre d'archipels dans la mer méridionale, que je ne vais pas énumérer. Et donc, le Moyen-Orient, pour eux, ne les intéresse pas particulièrement, sauf pour préserver leur approvisionnement en pétrole. Alors là, c'est vrai qu'ils veulent éviter un embrasement du Moyen-Orient, parce qu'ils veulent continuer à être approvisionnés par l'Iran et par les pays du Golfe. Comme les Russes, en tout état de cause, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, c'est l'alpha et l'oméga de la position chinoise. Il n'est pas question pour eux d'accepter que les Nations Unies décident de se débarrasser d'un gouvernement ou d'un autre gouvernement, quelles que soient les horreurs que ce gouvernement peut accomplir. J'ajoute que eux, de leur côté aussi,
l'islamisme n'est pas vraiment leur tasse de thé. Hein, ils pensent à leurs Ouïghours, ils n'ont véritablement pas envie de voir des musulmans un peu extrémistes venir agir sur l'immense territoire chinois. Alors je termine avec la France. La France, d'abord un rappel sur les variations dans nos relations avec la Syrie. Moi, j'ai le souvenir de l'époque de François Mitterrand qui ne voulait pas entendre parler ni de la Syrie, ni d'Hafez el-Assad. Une ou deux fois, j'avais tenté de dire « Ah, la Syrie, etc. » Il m'avait dit « Écoutez, monsieur l'ambassadeur, rappelez-vous des massacres de Hama. » Ça, c'était sa position. Vers la fin des années 90, il y a eu une tendance quand même de rapprochement, enfin d'essayer de voir ce qui se passait en Syrie, quelle était l'évolution de la Syrie. C'était le moment où l'administration Clinton faisait la même chose d'ailleurs vis-à-vis de Damas. On a vu Hafez el-Assad à Paris d'ailleurs, qui est venu. Je crois que c'est le seul jour où j'ai refusé, comme secrétaire général, d'assister à un dîner au rez-de-chaussée. Enfin bref, c'est une affaire personnelle. Et puis ensuite, il y a eu, à la surprise de beaucoup, dont j'étais, une espèce d'embrasement d'enthousiasme à l'égard du fils Bachar, avec cette situation, mais que j'avais trouvée ubuesque, de voir Bachar el-Assad co-présider le défilé du 14 juillet en 2011. Là, non, pas en 2007. 2008. C'était un an après le changement de président. Alors là, il est certain que ça modifiait un peu la position traditionnelle de la France. Il y avait une idylle qu'on n'avait pas prévue, mais enfin, depuis 2012, il y a eu un changement radical avec ce qui s'est passé à partir du mois de février 2011. À cette époque, on a commencé à prendre des mesures début 2012 en rappelant notre ambassadeur prématurément, parce qu'il jouait un rôle extrêmement important de liaison avec justement les mouvements d'opposition. Mais au début du mois de mars, je crois, 2012, on a rappelé Éric Chevalier. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement radical. On a dénoncé la répression violente de l'opposition par l'armée et la police. On a multiplié les contacts avec le Conseil national syrien en essayant de les encourager à se mettre d'accord, à de l'unité, etc. Et à s'unir, ainsi que les contacts avec l'ASL. Les motivations qui étaient les nôtres, c'était la première motivation, c'est qu'on ne pouvait pas laisser sans agir, voir se développer et s'amplifier un conflit qui était aussi lourd en pertes humaines et en violence aveugle. La dénonciation de ce que le ministre a appelé un président assassin, et puis la défense de l'objectif d'une